Comme nous l'avons vu précédemment, le droit existe à plusieurs niveaux, du local à l'international, en passant par le régional communautaire. Le droit international n'est pas le même que le droit au niveau national et régional. Dans ce module, nous verrons donc ce qu'est le droit international et son rôle pour la conservation. Alors que le droit national engage aussi bien les individus, les entreprises, les organisations et les acteurs gouvernementaux, le droit international gouverne principalement la relation entre États, du moins en théorie. Avant d'expliquer, je vais rapidement noter que dans cette séquence, nous allons parler de droit international public. Il existe en effet un domaine de droit international privé qui gouverne les transactions internationales et les relations entre entités privées telles que les sociétés, mais nous n'allons pas nous intéresser à cet aspect maintenant. Dans le modèle traditionnel de droit international public, les États créent des traités et des accords entre eux et ceux-ci n'engagent que les États en question. Chaque État est responsable de la mise en œuvre et de l'application des obligations contenues dans ces accords sur leur territoire à travers la législation nationale. Cela se base sur le concept d'État souverain qui entend que chaque État a le droit exclusif de créer la loi au sein de son territoire et de contrôler l'action de ses citoyens. Toutefois, ce modèle est au bas mot simpliste et ne décrit pas vraiment la situation juridique actuelle. Les multinationales sont devenues plus grandes et plus puissantes et ont une influence internationale. Beaucoup d'entre elles ont des budgets de fonctionnement supérieurs au PIB des États dans lesquels elles opèrent. Compte tenu du fait que de nombreuses organisations appartiennent en totalité ou en partie à l'État ou forment des partenariats publics-privés, la ligne entre État et entités privées n'est pas toujours claire. Les ONG et les intérêts privés participent maintenant aux négociations des traités à titre d'observateurs ainsi qu'à leur mise en œuvre. La gouvernance privée augmente au niveau international et national à travers des normes industrielles, des labels et des systèmes de certification privés. La société civile et les mouvements sociaux peuvent directement réglementer les organisations multinationales à travers les décisions du consommateur et de l'actionnaire, ainsi que par l'humiliation publique et le boycott rendu possible par les nouvelles formes de médias. Aujourd'hui, la reconnaissance internationale du rôle significatif d'acteurs non gouvernementaux dans le droit international est grandissante. À présent, on peut se demander quel est l'objectif du droit international. Commençons par imaginer un monde sans droit international. Dans ce monde, le droit est simplement créé au niveau national ou inférieur. Quel problème cela pourrait-il causer? Un problème pourrait être de savoir comment gérer les ressources transfrontalières. Imaginez une rivière traversant les frontières de différents pays. Comment les pays partagent-ils l'eau? Qu'en est-il du poisson? Et si un des pays voulait construire un barrage ou verser des sources de pollution dans la rivière, comment ces problèmes pourraient-ils être résolus? Nous pouvons aussi penser à des questions liées aux ressources globales, telles que les océans ou l'atmosphère. Un exemple flagrant est celui du changement climatique, c'est-à-dire un problème global qui ne peut être résolu au niveau national. Une autre catégorie de problèmes est liée aux événements ayant entièrement lieu dans un pays, mais qui concernent aussi le reste du monde. L'exemple le plus extrême est celui d'activités tellement choquantes qu'elles s'opposent au sens même à ce que cela signifie que d'être humain. Je parle de génocide, d'esclavage, de torture et tout autre crime contre l'humanité. Là où ces crimes ont lieu dans un État, est-ce qu'il devrait exister un autre moyen d'intervention de la part des autres États? Et qu'en est-il d'autres dommages comme la disparition d'une espèce ou la destruction d'un site archéologique irremplaçable? Cela devrait-il concerner la communauté internationale?
Il existe de nombreux autres exemples. Parfois, la résolution d'un problème requiert la coopération internationale, comme lorsque la faune d'un pays est détruite à cause de la demande dans un autre. Parfois, les États ne peuvent pas gérer les problèmes à eux seuls et ont besoin d'aide en matière de ressources financières et techniques. Pouvez-vous penser à d'autres problèmes qui existeraient dans un monde sans droit international? De nombreux défis qui ne peuvent être résolus par les droits nationaux et régionaux viennent à l'esprit. Réfléchissons à comment le droit international peut aider à les résoudre. Le droit international peut remplir trois fonctions principales. La première est législative, c'est-à-dire le droit international peut créer des normes et des standards pour la communauté internationale. Celles-ci peuvent inclure les principes comme l'obligation de ne pas causer de dommages transfrontières ou encore des cibles comme la conservation de 11% d'air terrestre et d'eau intérieure à travers des aires protégées d'ici 2020. Il peut aussi créer des normes procédurales comme l'obligation d'obtenir le consentement informé préalable ou de conduire des études sur l'impact environnemental pour certaines activités. Toutes ces normes ne sont pas contraignantes, mais même dans ce cas, elles peuvent établir d'importantes normes pour les gouvernements et pour les acteurs privés. La deuxième fonction est administrative. À ce niveau, le droit international crée des mécanismes tels que des organismes internationaux, des processus, des forums et des financements pour le suivi et la coordination de l'implémentation des normes. Il peut s'agir d'instances mondiales telles que les organes multilatéraux de l'ONU ou les organismes concernant les bassins versants, mais aussi des entités scientifiques comme les GIEC. La troisième fonction, quant à elle, est juridictionnelle. À ce niveau, le droit international peut avoir des dispositions de résolution de conflits entre États. La Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale remplissent ce rôle, mais aussi des processus spécifiques décrits dans les traités pour gérer les désaccords. Nous allons discuter de ceci lorsque nous parlerons de conformité et d'application des règles. Jusqu'à présent, nous avons discuté de ce que le droit international pouvait faire, mais pas à quoi cela ressemble ni d'où il provient. Il existe trois principales sources du droit international. Nous avons déjà fait mention à la première, à savoir les accords. Ceux-ci portent des noms différents: traités, conventions, pactes, etc. Quelles que soient leurs appellations, ils doivent être rédigés et les parties prenantes doivent montrer l'intention d'être liées. La deuxième source du droit international est le droit international coutumier. Celui-ci est juridiquement contraignant, même s'il n'est pas contenu dans un traité contraignant spécifique. Il est défini selon des critères. Il doit être la pratique générale des États et il doit être suivi sur la base d'un sentiment légal d'obligation. La question est fréquemment soulevée de savoir si un principe particulier a atteint le statut de loi coutumière. Un bon exemple est celui de la loi de la mer, qui est en grande partie basée sur le droit international coutumier, ayant régi pendant des siècles avant sa codification dans les années 1980. La troisième source de droit international sont les principes généraux de droit, faisant principalement référence à la procédure et sont aujourd'hui principalement utilisés pour combler les lacunes. En plus de droit international contraignant, parfois appelé droit dur, il existe un monde de droit international qui n'est pas juridiquement contraignant, mais qui a un certain poids. Il s'agit du droit mou et inclut les déclarations non contraignantes, les résolutions, les programmes d'action et les protocoles d'accord. Le droit mou peut guider et influencer le comportement d'État et d'autres accords et aider à la coordination autour des principes et d'objectifs communs. Le droit mou peut aussi devenir un droit dur. Les principes de droit mou peuvent être inscrits dans des accords. Ou bien, lorsque les principes de droit mou sont suivis par les États dans la pratique d'une manière à montrer l'acceptation de l'obligation d'être liés, ils deviennent une loi coutumière internationale.
Dans la prochaine séquence, nous verrons quelques conventions internationales spécifiques qui sont pertinentes pour la conservation environnementale.